travail, de la culture, de la mode aussi, toujours avec un prisme sociétal. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claudia Gavida et Meia Gabriel, qui sont tous les deux photographes et qui vont nous parler de photographie immersive et de leur parcours respectif. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter, Claudia, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en quelques mots et Meia par la suite? Oui, je suis photographe, réalisatrice dans le documentaire. Je travaille depuis 10 ans en immersion dans les communautés et dans les tribus et en parallèle avec les cycles de l'art et de beauté. Très bien, merci. Et toi, Meia? Oui, je suis photographe. Je travaille essentiellement dans le domaine de la mode et je fais énormément de street photographie. Merci tous les deux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler plus en détail de la façon dont votre profession s'est dessinée, comment vous en êtes venu à la photographie? Claudia, toi, tes premiers souvenirs liés à la photographie, qu'est-ce que c'est? Si tu dois nous parler de ta première confrontation à la photographie, est-ce que tu as donné envie de faire ça en France? Alors ma première confrontation, c'est mon père qui collectionne des... Ah oui, pardon. Mon père est collectionneur d'appareils photo de l'État. Très vite, j'ai été amenée à l'y manipuler et ça a été un réel moyen d'expression pour moi. J'ai commencé assez jeune et c'est à ce moment-là que j'ai voulu aussi partir à la découverte de communautés lointaines. Dès l'enfance, ça s'est vraiment profilé. J'avais un besoin de reconnexion à l'humanité par ma jeunesse qui était difficile, confrontée aussi à des violences. Et c'est vrai que partir au bout du monde, aller à la rencontre de mes semblables, de mes frères et mes sœurs, c'était une nécessité de me reconnecter à des gens assez lointains et d'être aussi accepté par des groupes et des communautés. Merci. Et toi, Meia, comment ça s'est fait? Comment tu en es venu à la photo? Quels sont tes premiers souvenirs attachés à la photo? En fait, c'est plus ma passion du cinéma qui m'a amené à avoir la possibilité de faire la photographie. Parce qu'à la base, en fait, moi, j'écrivais des scénarios et je faisais des courts-métrages. Et la photographie est venue à la suite de la volonté de pouvoir faire des photos métographes de mes tournages, de mes courts-métrages. Et puis voilà, en fait j'ai toujours été animé par la volonté d'avoir des images, que ce soit via les magazines comme Première, à l'époque il y avait énormément de making-of, c'était très très documenté. La presse écrite au départ qui t'a... Toujours la presse. Notamment les livres, bon là c'est, pour ceux qui connaissent, c'est les livres Alina, c'est des livres de mode, on va dire, africains, que ma mère avait. Okay. Et j'ai commencé à les lire, parce qu'il y en avait plein à la maison. Donc j'ai commencé vraiment l'image par rapport à ça, mais c'est vraiment le cinéma qui m'a poussé à compléter en fait. Ça a été ta porte d'entrée, quoi. Ouais, l'écriture. J'ai une formation des scénaristes et ensuite. D'accord, tu te formes aussi. Oui. Ouais, j'ai fait des études classiques, mais ma volonté c'était de devenir scénariste. Et ça l'est toujours d'ailleurs, mais je pense que la photographie m'a amené à anticiper ça et de décrire des histoires, mais de manière figée. C'est des disciplines de toute façon dont on peut créer beaucoup de ponts et assez complémentaires. Tout se complète. Et toi, Claudia, quand c'était ton parcours directement, très jeune, tu te mets directement à la photographie ou est-ce que pareil, tu tâtes un peu, tu te cherches un peu sur d'autres disciplines créatives? Directement, tu sais que c'est la photo et rien d'autre? Alors j'ai effectivement, j'ai pas été directement dans la photographie, j'étais directrice artistique et j'exerce toujours en tant que directrice artistique pour des agences de pub. Et c'est vrai qu'à travers la direction artistique, j'ai découvert forcément la photo et la vidéo, et ça m'a forcément rassurée. Tu parlais justement de la façon dont tu as voulu rencontrer l'autre, créer du lien avec des communautés sociales.
Le voyage, il me semble, a été vraiment un médium important pour toi. Et le fait d'aller à la rencontre de l'autre à travers le voyage. Comment ça s'est fait chronologiquement? Quels ont été tes premiers projets? Mon premier voyage, ça a été en Mongolie. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas que ça avait une valeur de réparation, le voyage. Et c'est à travers le regard des autres, de ces rencontres, qui m'a permis aussi de comprendre ma démarche, qui était vraiment tournée vers la compréhension des problématiques du communauté, une forme de réparation pour moi. Donc ça a été cette démarche-là, mais ça m'a pris du temps pour comprendre. On a fait plusieurs voyages. Je suis partie beaucoup en Afrique, je suis partie en Sahara. Et après, on a aussi les Kogi, sur la tribu, c'est très lointain. Et c'est vrai qu'en Éthiopie, d'ailleurs le travail que j'expose ici, ça a été le point de départ de compréhension et d'une réparation à travers le regard de femmes merci sur le territoire d'Éthiopie. Et ça traite aussi de violence. C'est un thème qui te tenait à cœur. Qui me tenait à cœur, c'est un point de départ de commencer à communiquer sur l'histoire. C'est vrai qu'ensuite, j'ai aussi diversifié avec une autre tribu en Ouganda. Et cette fois-ci, je parlais des hommes problématiques. Dans deux communautés différentes. Tu as alterné ces trucs-là, hommes et femmes, on y reviendra après. Toi, Myriam, tu es autodidacte. Oui. Quels ont été tes premiers projets? Comment tu rentres en photographie? Les premières choses sur lesquelles tu travailles et avec lesquelles tu commences ta carrière? Alors, difficile à dire. Ça commence avec la mode immédiatement? Non, parce qu'en fait, j'avais fait une exposition sur la thématique de la Fashion Week, de mes premières rencontres avec la Fashion Week en 2017. C'est une exposition qui s'appelait No Flash. Mais on va dire la photographie, je l'ai commencé un petit peu avant, lors de voyages à Barcelone et des opportunités, on va dire, que j'ai eues pour pouvoir prendre des photos sur différents événements de danse et mais j'ai toujours voulu aller sur des thématiques. Donc je crois que la première thématique que j'ai voulu aborder, c'était celle à l'époque, des casques audio. Ouais. Donc j'allais sur Paris, je photographiais toutes les personnes qui avaient des casques audio et autres. Mais une thématique qui était très importante pour moi, c'était la spontanéité de ce que je voulais faire. Et mon premier travail, si je peux me permettre de le dire, c'était j'avais fait une thématique sur les chaussures de personnalités du cinéma. Ouais. Donc pendant 2 ans, je me suis dit, bon, j'ai commencé avec Pierre Millet il y a très longtemps. C'était à Boulogne-Billancourt, lors des avant-premières de Saint-Laurent. Et j'ai commencé à prendre des photos parce que bon, généralement, lorsqu'on voit Pierre Ninet, surtout à ce moment-là, c'était très selfie. Et moi, ça m'intéressait pas, donc j'ai dit, bah, écoute, je vais prendre une photo de tes baskets. Et je trouvais ça bizarre et tout, c'était des Nike. Et après, pendant un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Commencer quelque chose, il faut savoir le terminer, et quel serait le but ou l'objectif. Donc je m'étais dit, voilà, mon cinéaste préféré, c'était Jacques Audiard. Donc je m'étais dit, je vais continuer à prendre des photos de chaussures, jusqu'à terme. Si un jour je rencontre Jacques Audiard, j'arrêterai. Et ça a duré 2 ans. Donc je me suis bien amusé. Jacques Audiard, il avait des New Balance. Cinéma à Montreuil, je me rappelle Muriel, moi je me rappelle du nom. Et j'avais pris énormément de photos, donc ça va de Adèle Exarchopoulos, Pierre Millet, que je rencontre dans la rue par hasard, ou parfois dans des avant-premières. Mais par exemple pour Adèle, c'était Starbucks à Saint-Paul, etc., etc. Donc j'ai commencé comme ça. Et après mon vrai travail, j'avais vendu une photo. J'étais assez fainéant à l'époque, un cinéaste qui m'avait acheté ma première photo, je me rappelle jamais du nom, ça me reviendra. Et c'est lui qui m'a acheté ma première photo. Et puis au fil de l'eau, quand j'ai commencé certaines Fashion Week, j'ai
ce projet autour des chaussures de personnalité. Toi, tu t'es fait une spécialité d'observer les comportements à travers ta photo. Oui. Et est-ce que les personnalités que tu as pu rencontrer, tu t'es immergé, puisqu'on parle de photographie immersive dans leur univers, comment tu crées de la confiance? Parce que c'est des personnalités très, très exposées. Il y a eu une spontanéité de ce côté-là, ils étaient ouverts quand tu leur dis je vais photographier des choses. En fait, je suis assez naturel et je me prends pas trop la tête à savoir qui je rencontre. Je peux être impressionné parfois, mais en fait, ce qui compte pour moi, c'est vraiment être le plus naturel possible. Donc, j'y vais en posant les questions, je prends une photo de ma chaussure, vous voulez pas, parce que voilà, puis on peut commencer à en parler. Mais j'essaie d'être bref, simple et discret. Ça fonctionne en général. Ouais. Après, c'est le but de la photo. Enfin, pour moi, c'est pas trop donner d'explication parce qu'en fait, on en remonte un peu trop. Justement, on est sur l'observation et on est sur quelque chose qui fait que le sujet doit amener vraiment quelque chose de vrai. Et si jamais on commence à le brider sur des indications ou autres, c'est mon avis, je trouve qu'après on risque de le crisper et de ne pas obtenir le résultat qu'on souhaite avoir. Et étant donné que, après c'est peut-être le fait que je suis fils unique, que j'ai toujours été dans l'observation des autres et autres. Donc après, moi j'aime bien les gens laisser aller dans leurs défauts, si on peut appeler ça un défaut, en tout cas dans ce qu'ils veulent faire vraiment, et de ne pas les enfermer dans le but. Et puis après, il prend la photo, c'est ça se fait spontanément après. Ouais. Et toi, Claudia, j'imagine que l'observation des comportements joue aussi, occupe une place importante dans ton travail. Comment tu procèdes quand tu pars à la rencontre d'un groupe social comme ça, qui est assez endogame, assez, qui vit ensemble depuis longtemps sans forcément affecter l'élément extérieur? Comment tu procèdes pour aller à la rencontre de ces groupes? Comment tu les mets en confiance? Comment il y a un dialogue qui s'instaure? Le départ de l'immersion, quand je rencontre ces communautés, il y a déjà une approche, je me présente, il y a toujours un chef de village ou quelqu'un qui s'occupe un petit peu de la communauté. Donc là, je vais partager mes intentions, je vais essayer de communiquer avec lui. Ce que j'aime aussi, c'est comprendre les problématiques, venir aussi avec des éléments de langage. J'apprends un petit peu les mots pour déjà leur montrer que j'ai une volonté de travailler avec eux, de raconter leur histoire. Et ensuite, il y a à peu près, je pense, 2-3 jours où je ne fais pas de photos. Je vais vraiment me connecter aux femmes, aux hommes et recueillir des informations. Je commence par recueillir des informations et ensuite on commence à faire des photos. D'instaurer un rapport de confiance avec les femmes. Exactement. C'est une certaine méfiance, j'imagine, par rapport à la photo. Oui, il y a des communautés qui ont peur, notamment en Colombie. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour eux de se faire prendre en photo. Ils ont aussi des croyances qui font que c'est pas agréable. Est-ce que tu t'es heurté parfois à vraiment de la méfiance, voire de l'hostilité? Oui, c'est arrivé que j'arrive dans une tribu, je fasse un très long voyage, un périple, et en fait, ils me refusent des photos. Et ça fait partie du jeu, et effectivement, c'est le cas de la Colombie, où je me suis heurtée à ça. Au départ, j'étais déçue, mais ensuite, je me suis posé la question de profiter aussi d'un moment de partage, de rencontre. Et du coup, j'ai aidé cette communauté à récolter du matériel, des machettes, de l'huile, et des choses aussi qui puissent continuer à tisser et avoir des objets, ce qui sont des objets qui gardent tout au long de leur vie. Ils ont aussi une forme de langage avec des couleurs, donc ils avaient besoin de laine, de couleurs de laine. Donc du coup, j'ai tout fait pour que ces femmes puissent avoir ces laines pour continuer à tisser un sac qui les accompagne. Donc ça m'a fait changer la vision de mes photos, de ne pas faire de photos avec les et de mettre l'humain au premier plan. De le placer avant, ouais. Tu parlais justement de tes travaux autour du groupe de femmes. Voilà, ça peut paraître un peu simpliste, mais le fait d'être une femme, peut-être que ça t'a aidé à créer un rapport de confiance et
et une certaine universalité aussi, on s'en évoqué ensemble sur les rapports féminins et sur les épreuves que peuvent rencontrer les femmes. C'est vrai que par rapport à des photographes masculins, effectivement, j'ai une facilité à rentrer dans l'intimité des femmes. Elles m'ouvrent des portes, c'est sûr, et puis surtout, il y a une connexion qui se fait hyper naturelle. Et souvent, quand je voyage, les femmes ou les mères s'occupent de moi comme si j'étais leur fille. Et ça me touche énormément. Ça m'a beaucoup touché dans mes voyages. C'est une connexion d'universalité. Finalement, je deviens la fille de. Cette notion de famille que je cherchais. Recréer une famille, on va dire. C'est vrai que chaque fois que je pars, c'est maman qui s'occupe de moi et c'est très touchant. J'imagine. Melia, tu cites régulièrement Lindbergh parmi tes influences. Dans quelle mesure c'est un photographe qui, justement, lui aussi était dans un procédé très immersif, dans quelle mesure il t'a influencé? Et est-ce qu'il y a d'autres artistes dont la démarche assez intime a pu te parler et guider ton parcours? En fait, Peter Lindbergh, je ne sais même pas comment le résumer par rapport à son style qui à l'époque, quand je regardais, qui était très accessible, en me disant ouais, peut-être il n'y a pas de maquillage, il est très justement entre le cinéma et la photographie. En même, pour moi, c'est du cinéma, ses mises en scène étaient très cinématiques. Le naturel, le noir et blanc, et surtout en fait des portraits de femmes, de manière générale, parce que la photographie aussi des hommes, mais j'avais souvenir de me dire, en fait, c'est le type de photo qui me touche beaucoup plus que les autres avec une mise en scène. Ouais, c'était très, très fort. Et, mais à la base, celui qui m'a amené à décomposer en fait l'image, c'est Jacques Audiard. Ouais. Pour moi, c'est le cinéaste qui représente le plus le mouvement. Et vu que moi j'ai été éduqué à la grammaire du langage filmé, ça me touche un peu plus. Et en fait, Jacques Audiard et Peter Lindbergh, pour moi, c'est comme si c'était les mêmes personnes. Ça se répond, ouais. Ça se répond énormément. Et j'ai une référence, moi, qui a toujours été de bâton de course arrêté. Et ce film-là, en fait, à chaque fois que je monte un projet ou que je pense à quelque chose, j'ai ce film en tête. Je l'écoute souvent, je le vois même sans son. Et les mouvements, la manière dont Jacques Audiard a réalisé ce film, je connais toute sa filmographie, mais ce film-là et Sur mes lèvres ont été le déclic d'observation en fait. Et à partir de là, en fait, je base ma photographie paradoxalement à partir de ce film-là, pour tout, quelle que soit la thématique. Des gestes de Romain Duris quand il court avec ses Santiago pour aller aux toilettes parce que son père lui demande de faire quelque chose pour lui et qu'il va derrière un restaurant pour pouvoir récupérer l'argent pour son père, etc. Tout. Je base en fait ma photographie par rapport à ce film. Alors que je ne m'étais pas rendu compte de ça jusqu'à un moment où je m'étais dit ah ouais quand même c'est le personnage qui m'inspire sur la photographie. Ce que tu arrives aussi à capter dans tes photos qui est assez rare, je trouve, c'est, voilà, tu l'as dit, l'observation des comportements, ça guide vraiment ton œuvre. Mais tu montres des moments de vie assez spontanés, une facette de la mode qu'on a peut-être tendance un peu à occulter, parce que tu es aussi très sérieux, très... Et tu arrives à capter ça. Comment est-ce que tu attrapes ces moments de vie? En fait, alors, c'est un peu comme le football. Ouais. Enfin, un parallèle. Marrant comme analogie. Je tente de répondre à ce que comme un dribble en fait, on est dans une situation où on ne sait pas où on va aller avec le ballon, mais on doit tenter un geste parce que l'adversaire en face va faire quelque chose. Et moi j'essaye en tout cas de répondre en fait à ce que me demande le mouvement, le tissu
le mouvement de la personne et surtout le matériel. Et en fait, moi quand je prends des photos, je ne me pose pas la question du cadre ou autre, c'est que je shoot ce que je ressens tout de suite. Et en fait, c'est comme une danse, on est obligé d'allier en fait avec la personne, avec l'objet ou ce que tu veux. Et je ne sais pas si j'arrive à capter plus que les autres. En tout cas, moi, je montre ce que je vois et ce que je veux montrer aussi. Et je ne vais pas aller dans un cadre spécifique. Bon, alors, je peux avoir des instructions, mais ça, j'aime pas en fait. C'est-à-dire que justement t'en as à franchir et pouvoir avoir. Ouais, le but c'est ça, c'est de faire le cinéma que tu veux. Ouais. Oui, il y a un vrai procédé cinématographique maintenant. Ouais, de toute façon c'est toujours ça. Hein. La vie c'est le cinéma. Et, oui, tu montres des personnalités de la mode, souriantes, qui se prennent pas forcément au sérieux, et ça tranche avec l'image qu'on peut en avoir. Ouais, c'est sur les Fashion Week notamment. Les Fashion Week, ouais, après en Fashion Week, il y a beaucoup de spontanéité, mais aussi parfois on est obligé de répondre à une image. Mais c'est vrai que de manière globale, j'attire les personnes qui sont toujours positives et j'essaie de l'être. Parce que de toute façon, on va pas se plaindre, hein. On fait de la photo, on est dans un environnement assez privilégié. On va pas se prendre la tête pour des photos ou parce que j'ai cassé quelque chose. Enfin, c'est que de la photo et c'est que la fashion week, c'est ça. Même question que celle que je posais à Claudia, est-ce que tu te heurtes parfois à la méfiance ou certaines personnes qui sont pas envie d'être prises en photo, qui montrent une certaine agressivité là-dessus? Méfiance, non. Méfiance, non. En street photo, j'essaie de me souvenir, mais c'est beaucoup plus ce que je dégage quand on m'observe quand je prends des photos. Je suis très discret, j'aime pas trop, je fais ce que j'ai à faire en fait. Donc en street photo, la méfiance vient plus des forces de l'ordre ou autre, où parfois je fais un peu alpaguer parce que la manière dont je photographiais était dire bizarre l'extérieur. Donc après j'expliquais pourquoi je fais cette photo. J'adore les vêtements, voilà, sur la gestuelle. Mais sinon, en Fashion Week c'est différent parce que c'est assez cadré, à part le street style, mais on est dans un environnement où tout le monde prend des photos. Mais sinon, non. Mais pour revenir à l'exposition que je voulais faire sur les chaussures, qui s'appelait Les Pieds sur Terre à l'époque, ce qui était drôle par contre, c'est quand j'ai demandé des autorisations pour faire cette exposition, j'avais au moins 70 demandes. Et tu as des personnalités qui m'ont répondu favorablement, Cédric Lapiche, etc. Et d'autres m'ont dit non. Mais en fait, c'était juste des chaussures, j'étais même obligé de faire une demande parce que bon. On voyait pas leur visage. On voyait pas leur visage, mais moi par principe, je l'ai fait. Et je pense que le plus drôle, c'est le retour des gens. Ça en dit long sur leur personnalité aussi. Après, c'est une histoire d'ego, et après, il y a peut-être une histoire de sponsoring ou autre. Oui, il y a des enjeux commerciaux. Mais surtout, ce que j'adorais moi, c'était la réaction des gens. Quand je prenais les photos, alors c'était qui? C'était Besnéa, producteur. Dominique Besnéa, ouais. Exactement, je me souviens, c'était à Boulogne-Billancourt, je le vois, je lui demande est-ce que je peux prendre une photo de vos chaussures. Et en plus, on connaît Isozote aussi, un peu comme moi. Et il me dit non, elles sont pas cirées, une histoire comme ça, je suis bon. Ok, puis après il a dit moi, c'est bien parce que vous me demandez gentiment, puis j'ai pris une photo. Donc tu as su créer du lien encore une fois. Oui, carrément, mais après, faut y aller gentiment. Mais il n'y a pas de réticence, on prend des photos, et puis voilà. Et toi, Claudia, sur la réaction que peuvent engendrer tes photos, j'imagine que tu montres ton travail aux femmes que tu suis, avec qui tu as passé du temps. Comment c'est accueilli en général? En général, alors déjà je travaille 100% en Argentine. Oui, je vais y venir après sur l'aspect technique. Mais ça arrive que je leur montre ce que j'ai déjà fait. D'autres travaux. Exactement, et elles sont toujours très étonnées parce qu'elles voient des couleurs, elles voient des superpositions et ça leur donne envie. Ma volonté toujours c'est de magnifier les gens.
quel que soit le contexte, parce que je peux partir à la rencontre de communautés, notamment en Inde, qui travaillent qui vont chercher des petits objets en plastique sur des montagnes de déchets. Donc c'est vrai que sur le papier, on imagine que ça peut être sale. L'idée, c'est toujours de magnifier, de montrer du beau, même dans les circonstances les moins favorables. Et de la poésie à travers le corps. Est-ce que tu as eu les mêmes retours et les mêmes expériences dans les groupes d'hommes que tu as observés, ou est-ce que c'est une approche très différente que celle des groupes de femmes? Alors oui, c'est la même chose. Les hommes, c'est pareil, ils aiment beaucoup. Ils se prêtent souvent au jeu. En Ouganda, ils ont beaucoup apprécié que je sois vraiment focus sur eux et en immersion avec eux. Donc souvent, ils ont des objets. En Ouganda, ils tirent à l'arc. Tu les suis? Donc je les suis. Et c'est vrai que ça leur plaît aussi de montrer cette facette-là masculine avec cette forme d'art qui leur plaît. Tu l'évoquais aussi dans ton travail, dans les discussions qu'on a pu avoir. La photographie joue aussi un rôle de miroir dans ton œuvre. Ça révèle aussi quelque chose sur la personne qui prend la photo et ça révèle des points communs entre des personnes qui sont à des lieux hyper éloignés du globe. Est-ce que c'est vraiment une ligne directrice, toi, dans ton travail, de révéler ce qui est caché au-delà de l'image? Oui, c'est de révéler leurs problématiques. Ça m'a mis du temps pour comprendre pourquoi je faisais ces photos. Donc souvent, j'étais vraiment tournée vers les problématiques des communautés. Et c'est vrai qu'en ayant ce regard sur ces femmes en Éthiopie qui ont subi des violences, c'est à ce moment-là que j'ai compris que tous ces projets étaient liés à mon histoire. Et ça a été un réel point de départ sur mes recherches qui ont suivi les communautés. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une forme de réparation et de recherche de témoigner de leurs problématiques, mais finalement qui ont un lien avec... Qui font écho aux tiennes. Voilà, comme un jeu de miroir. Parler de toi de façon physique à travers l'autre, en fait. Oui, Tu mets aussi ton regard très singulier au service de maisons de mode. Comment est-ce que tu concilies tous ces rôles et comment est-ce que tu développes toutes ces visions distinctes? C'est vrai que c'est pas facile, mais je vois en fait, pour moi, la mode et finalement les communautés, je l'aborde de la même manière, avec ce traitement de couleurs, ces superpositions, ce travail de tirage que je fais en argentique. Et je l'aborde de la même manière, parce que finalement aussi, on prend en photo des femmes et des hommes dans la mode, mais c'est la même approche d'aller à la rencontre de ces gens. Il y a aussi une forme de discussion qui se fait. Un rapport de confiance qui s'instaure aussi. De saisir une vision, de donner à voir un univers aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que dans la mode et dans la beauté, on s'adapte aussi aux marques. Ayant cette formation de publicité, forcément, j'arrive à m'adapter dans le bon contexte. Est-ce qu'il y a des missions, des travaux que tu as fait en mode dont tu aimerais nous parler, qui t'ont particulièrement marqué? Ouais, j'ai plein de souvenirs. Peut-être le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est les premières photos portraits que j'ai fait avec Estelle Bajac. C'était une super rencontre qui ensuite est venue à ma première exposition. Ça, j'étais très fière. Ensuite, j'ai collaboré pendant 4 ans avec L'Oréal sur la marque beauté. J'ai fait beaucoup de campagnes photos. Là, j'ai rencontré toutes les égéries. Ça passe par Isabelle Adjani. Impressionnant. Ouais, super passionnant et hyper enrichissant. Parce que finalement, ça reste aussi des personnalités, des acteurs. Donc, il y a de très belles rencontres qui se font et de discussions. Au-delà aussi de la marque. Qu'est-ce que j'ai récemment C'est pas mal déjà. Ouais. Comme hier, tu as consacré un ouvrage à Paris, aux tranches de vie parisiennes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette photographie qui est aussi immersive, puisque s'immerge dans une ville et dans ses habitants? Écoute, en fait, on a publié 2 livres qui s'appelaient, c'est une série Life in Paris par les éditions FR. Et ça a été ma première publication. Alors je t'avouerai que j'y connaissais rien. Bon, on m'a juste demandé au départ
c'était l'éditeur voulait des photos de Paris. Étant donné que moi je fais énormément de photos tous les jours, en fait je classe de janvier à décembre de l'année et en fait je pense que tous les jours je photographie. Et au départ il m'a dit bon, on va prendre quelques photos de toi et puis on va faire un livre avec d'autres photographes. Et quand il a vu qu'il y avait énormément de photos, il m'a dit bon, on va faire un livre avec des photos. J'étais content, mais je crois que je n'avais pas encore réalisé l'ampleur de ce qu'était un livre. Donc le premier livre sort, il me semble en avril, en décembre sold out, et en fait on commence à me contacter, soit par rapport au livre, soit via Instagram, en me disant bon voilà, on travaille avec toi. Il me sortait à chaque fois le livre. C'était un déclic, c'était un vrai déclencheur dans ta carrière? Déclenchant, oui, parce que le support du book est quand même, ça va vite quoi. Parce que déjà, un livre se transmet. Deux, quand il est parti en librairie, c'est plus facile. La communication a été assez rapide. Et quand ça se vend bien, forcément, on a sorti après un deuxième livre qui s'appelait toujours Life in Paris. C'était un second volume qui là traitait, enfin pour le premier, je reviens pour le premier livre, c'était un mélange de ce que je faisais, en fait une sorte des archives pendant plusieurs années, de ce que je faisais en street photo et en mode. Donc là il y a vraiment un mix de deux. Et sur le second, on avait pris le point de vue de la mode en street style. Il y avait du backstage que je ne pouvais pas trop montrer pour des raisons de droit. J'ai mis quelques photos mais pas trop. Et montrer ma vision de ce que je ressentais en fait en Fashion Week. Ça me permet aussi de décharger beaucoup de choses. Ouais. Mais là ça représentait, comme j'avais expliqué, parce que c'est Louis Prigent qui a fait la préface du livre. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est quand je lui ai demandé pour le faire, je le connais en fait de la Fashion Week, mais on se côtoie. Mais voilà, sans pour autant échanger. Comme ça peut être le cas pour ça fait 9 ans que je le vois, quoi. Donc au fil de l'eau, on commence à se connaître. Et quand je lui ai proposé, moi j'étais un peu angoissé. Je me souviens, c'était au Louvre. Il y avait un défilé pour Louis Vuitton, il me semble. Et je lui ai dit, ça te dirait de faire l'introduction de mon second livre. Et il m'a dit, tu plaisantes, j'ai acheté ton premier. Il m'avait dit, je l'ai acheté sur les Champs-Élysées et tout, il n'avait plus. Et finalement, j'en ai trouvé un et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir. Après, on s'est rencontrés, on a commencé à parler. On pourra parler de ça. Et puis, je lui ai expliqué que c'était quelque chose qui était primordial pour moi et que j'avais énormément de photos, il fallait que je décharge un petit peu. Donc, le livre. Et ça, il y a beaucoup de marques qui m'ont sollicité. Par rapport suite à ça. Ouais, suite à ça, et puis même pour du backstage, c'est comme une carte d'identité quoi. Et moi je suis assez discret, même parfois j'en parle pas trop. Pour moi la photo c'est quelque chose qui se remet à zéro tous les jours. Donc je me dis pas, quand ça j'ai deux livres, on va m'appeler, non, tu dois continuer, c'est comme faire du sport quoi. Tu te reposes jamais. Ah jamais. Sur le processus créatif et l'aspect technique de vos photos, tous les deux des styles bien identifiables. Tu veux dire, toi, sur l'utilisation de l'argentique, justement, les espèces de chorégraphies, de mouvements lumineux que tu crées dans tes photos, tu peux nous en dire plus? Comment tu as créé cette patte? J'ai créé cette patte en explorant la photo argentique. D'ailleurs, j'ai commencé avec la collection européenne Denica. Et en expérimentant dans un laboratoire, dans une chambre noire, j'ai commencé à comprendre que les mouvements de lumière pouvaient créer des couleurs. Donc ces couleurs sont aussi un élément de langage pour moi. Donc je vais créer des chorégraphies dans le noir et les répéter à l'infini, jusqu'à que j'arrive à trouver la bonne combinaison et les bons mouvements de couleurs qui vont pouvoir harmoniser soit mon travail de superposition que je fais en superposant les négatifs, pareil, tout un travail en chambre, et rajouter ces mouvements de lumière qui vont s'accorder au discours, au portrait, à la situation aussi et aux problématiques des communautés. Parce que souvent, je vais recréer des effets thermiques pour parler des problématiques climatiques
On fait beaucoup de communautés, notamment avec forte chaleur, une sécheresse. Et donc voilà, c'est des chorégraphies que je vais faire avec plein d'ustensiles nombreux. Et avec ça, ça va faire des variations. C'est passionnant, ça y a vraiment un côté sur mesure sur chacune de tes photos et c'est une œuvre unique que tu travailles toi-même. Ouais, c'est ça. C'est des œuvres uniques que je ne peux pas répéter. Donc, c'est impossible de dupliquer une photo de Claudia Régina. Voilà, c'est ça. Non, c'est très beau en tout cas. Et toi, Méliab, sur l'aspect technique, on a parlé de ton parti pris sans flash. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu trouves ça trop agressif? Tu trouves que ça montre pas assez l'essence de ce que tu photographies? Ouais, en fait, quand j'ai commencé à fréquenter les Fashion Week, en fait, j'étais observateur et je me demandais pourquoi, même en pleine journée, les photographes mitraillaient en fait les yeux des modèles. Et je trouvais ça hyper agressif dans un premier temps. En deux, en fait, on ne se préoccupait pas de l'aspect psychologique et même physique du sujet. On voulait juste prendre sa photo pour que ça soit beaucoup plus clair, pour pouvoir l'envoyer directement à sa boîte ou peu importe. Et moi, j'étais observateur de ça et je trouvais que c'était comme un coup de fouet, quoi. Bon, il faut demander l'autorisation quand même. Et au fil de l'eau, je me suis dit, bon, je vais essayer de profiter de ça pour pouvoir dénoncer en fait leur travail. Mais pas de manière hautaine ou autre. Disons, je vais profiter de ça. Pour amener quelque chose de nouveau. Exactement, même visuellement, je trouvais ça intéressant. Donc le no flash, c'est une sorte de dogme que je me suis imposé dès le départ. Un peu comme, pour ceux qui connaissent encore le foot, Marcelo Bielsa qui est entêté sur sa manière de voir le football. Moi j'avais ma manière de voir la photographie qui n'est pas forcément la bonne, qui est la tienne. Oui, qui est la mienne. Donc à tort ou à raison, je me suis engouffré dans ça et je me suis dit je vais faire une exposition qui va s'appeler No Flash, qui va être ma signature visuelle, la manière dont je vais appréhender la photographie jusqu'à la fin de ma vie entre guillemets de photographe. Donc en fait le but c'était de prendre des photos, utiliser le flash des autres photographes et moi de prendre cette photo-là et de leur montrer déjà esthétiquement je trouve ça beau, mais deux c'était aussi pour qu'ils puissent se rendre compte aussi de la manière dont on agressait les modèles à tout moment juste pour prendre une photo. Et ce qui est drôle c'est qu'avec le temps je voyais, dernièrement j'ai fait un backstage pour Durand Lentille. Et je voyais Léon Daim, c'est un modèle qui est très connu. D'ailleurs, hier, je crois qu'il a fait avant-hier, il a fait un très bon défilé en Italie. Et qui demandait en criant au photographe no flash, no flash, no flash. Et je pense que quand il a sa notoriété, faisait qu'on l'écoutait. Mais parfois, les photographes s'affichent un petit peu et ils prennent. Et pour moi, c'était une signature visuelle. Donc le no flash, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'arrive à maîtriser maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment du hasard. Et parfois, je me retrouve avec des no-flash de photos en me disant des traits lumineux, des yeux qui sont un peu plus éclairés qu'une autre partie, une personne qui disparaît à travers la lumière et autres. Et voilà, et moi je photographie toujours sans flash. Peut-être une lumière diffuse, assez simple. Mais en tout cas, à part quand j'ai un argentique et que je shoot et que j'ai pas le choix, en tout cas je m'excuse avant. Mais sinon, voilà, parfois ça peut être quelque chose qui peut bloquer pour des demandes, mais moi je reste dans mon idée. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on m'a dit oui, je sais que tu photographies sans flash, donc on va te proposer un projet, mais qui va s'adapter à ta manière de photographier. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des récompenses parce que ton interlocuteur s'adapte à ton travail, c'est... Oui, déjà, ça veut dire qu'il a regardé le boulot et qu'il ne se dit pas qu'il a face à un cliqueur, entre guillemets. Donc ouais, c'est particulier. Je comprends. Là, il y a J'ai même parlé. la Fashion Week Homme qui approche. Ouais. Est-ce que ça reste des moments importants pour vous? Est-ce qu'il y a toujours cette effervescence autour de la mode, autour de ces moments vraiment où tous les yeux sont braqués sur Paris ou sur la mode, et où les photographes font un rôle très important? Est-ce que toi, c'est des moments encore qui restent privilégiés pour toi, qui t'inspirent? Ouais, c'est un moment inspirant, comme des
tendance. Donc ça, c'est en ça que c'est hyper inspirant. Malgré la multiplication des Fashion Week, ça reste important pour toi? Oui, alors j'ai l'impression que ça se rapproche à chaque fois. Oui, c'est tout à fait. Enfin, le calendrier est de plus en plus serré. Il y a quelque chose de stimulant aussi. Ouais, c'est hyper stimulant, c'est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir ces propositions aussi créatives nouvelles. Voilà. Et pour toi, Brian, ça reste des moments... Là, la Fashion Week, pour moi, je regarde le calendrier, je pense que c'est un shoot d'adrénaline sur plusieurs jours. Et j'arrive pas à le définir en fait. La Fashion Week, pour moi, c'est le plus grand centre de formation. Toujours dans le foot. Ouais, ah oui, toujours. Ouais, non, mais c'est énorme. On a des opportunités visuelles qu'on ne pourrait jamais avoir. 2, on fait des rencontres, que ce soit via des photographes ou via des maisons et autres. Et en fait, la Fashion Week, elle te remet toujours en question. Et pour moi, c'est un terrain de jeu. Chaque fois qu'il y a une Fashion Week, déjà je regarde le calendrier depuis des mois. Tu gardes cette excitation. Oui, là on commence mardi. C'est entre le street style, les backstage, des choses que tu ne vas même pas forcément maîtriser. Là on a pour une semaine, après il y a la haute culture qui enchaîne. Pour moi c'est le moment le plus excitant dans l'année. Ouais. Un cas dire le mot Fashion Week, je suis content. Déjà, ça te met en joie. Pour terminer, quel conseil vous donneriez chacun un ou une jeune photographe qui voudrait se lancer dans ce milieu qui est quand même très concurrentiel et très compliqué? J'aurais plein de conseils. Le premier, ce serait de travailler son identité, d'aller chercher son histoire et de raconter à sa manière la vision, leur vision, la vision de la photographie. Et c'est en ça qu'on peut se différencier de son travail. Moi, ça a été un vrai parcours pour découvrir mon identité artistique, les couleurs, le travail de superposition. J'ai expérimenté longtemps avant de trouver. Te trouver vraiment. C'est ça. J'avais la volonté qu'à chaque fois qu'on voit mes photos, on les reconnaisse. Donc quelque chose de très différent et de très personnel. Donc ce serait mon conseil, c'est de travailler sur sa manière à soi de voir le monde. Très bon. Et toi, Myriam, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je vais suivre un peu ce que dit Claudia sur la volonté d'avoir une identité. Je pense qu'avoir une identité visuelle, enfin une identité déjà, par rapport à ce qu'on fait, c'est ce qui permet, avec l'abondance de photographes, d'images et autres, de se différencier. Il y a beaucoup de formatage aussi. Exactement, que les personnes ne t'oublient pas. Ah, c'est toi qui as fait cette photo, ah oui, d'accord, je me souviens, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre justement de se démarquer dès que quelqu'un a besoin de toi en disant je me souviens de cette photo. Et moi, en tout cas, mon objectif est sur du long terme justement, et si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de se démarquer sans pour autant écouter l'entourage. Si je devais écouter à chaque fois, oui, mais on peut, en fait, il faut écouter les conseils, essayer de prendre la partie technique, ça peut arriver. En revanche, moi, sur l'identité visuelle, je ne ferai jamais de concession. C'est parce que je pense que c'est un espace de liberté, et quand tu es dans cet espace de liberté-là, surtout en photographie, tu ne dois pas lâcher ton identité. Donc je pense que quel que soit le niveau de la personne, l'autre, il faut toujours être fidèle à soi-même et fidèle à ce qu'on veut faire et aller jusqu'au bout. Encore pour le foot, à tort ou à raison, Bielsa, l'entraîneur argentin, a une philosophie du foot
qu'il arrive à partager parfois. Ça peut être dur, les gens ne comprennent pas ou autre, mais il va jusqu'au bout et il faut s'entêter en fait. Il faut surtout se remettre en cause tout le temps, en se disant rien n'est acquis. Là on peut prendre des photos, on peut t'appeler, mais le lendemain il y aura plus personne pour toi. Oh ouais, franchement la photo c'est ça. Très aléatoire. Tu peux recevoir un coup de fil et tu te dis que tout est gagné, et puis à un moment personne ne te contacte parce qu'il y a d'autres photographes. Oui c'est concurrentiel, mais en fait à partir du moment... c'est exactement ça. À partir du moment où tu as une signature visuelle, tu restes sur cette signature, mais tu ne dois pas trop poser que sur ça en te disant qu'est-ce que je peux améliorer. Et ensuite, voilà. Mais pour débuter, il faut vraiment se dire pourquoi je le fais. C'est hyper important. Pour qui et comment réussir. Et est-ce que je me donne tous les moyens pour réussir ou pas. Après, ça dépend de la vie de chacun, mais la passion amène parfois à se transcender sur des choses. Et il faut que la passion se ressente aussi dans le boulot. Donc, de toute façon, on le voit, s'il y en a qui font juste des photos parce qu'ils en font, on le ressent immédiatement. Il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne demande pas de la perfection. Une sensibilité aussi. Voilà, donc quelque chose de marquant. Et quelle que soit la photo qu'on va faire, il faut savoir aussi raconter des histoires. Et justifier, raconter chaque photo que tu vas prendre, d'une photo, même si tu en fais 5000, et ben, tu dois avoir la possibilité de raconter 5000 histoires. Voilà. Merci à tous les deux pour cet entretien passionnant. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Claudia et Meyab? Je pense que n'importe quoi. Vas-y maintenant. Léopold. Là, des questions, là, vous voyez. Ah bah, tant mieux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, en tout cas c'est très intéressant. J'ai une question pour Claudia Remina. C'est quoi ton prochain voyage? Parce qu'on te suit sur plusieurs points du globe et on est intéressé de savoir c'est quoi ton prochain voyage. Alors j'ai plusieurs voyages organisés. Déjà je dois retourner en Inde parce que j'avais pris en photo une communauté de jeunes filles qui dansent un acte de résistance dans une mine de charbon. J'avais enclenché un film ici, donc avec Kodak, grâce à un prix que j'ai remporté. Je dois retourner faire la suite de mon projet photographique et aussi mon premier court-métrage sur ce sujet. Félicitations. Qui va bientôt, j'espère, sortir, en tout cas à la suite de ce voyage. Et ensuite, j'ai aussi un voyage prévu dans une communauté en Équateur avec une amie où on voudrait faire un dialogue ensemble de nos deux visions. Travail à quatre mains. Voilà, exactement. Qui est photographe aussi. Qui est photographe aussi. Voilà. Donc j'ai ces deux projets-là en cours qui risquent d'arriver très prochainement. Merci. Pas d'autres questions? Si, une question. Bonjour. Bonjour. Je suis navrée, je suis un petit peu en retard, donc j'ai pas assisté à tout et si ma question revient sur quelque chose que j'ai abordé, je vous excuse. On est là pour ça. Vous avez du coup là terminé en parlant de l'identité du photographe et une marque a aussi la sienne et parfois elles se confondent, parfois pas. Comment est-ce que vous, en tant que photographe aussi, vous choisissez les marques avec lesquelles vous travaillez? Moi, c'est plus au feeling et au projet. En fait, lorsqu'on me propose quelque chose, je suis amené à vouloir pas trop m'adapter, mais en me disant que je vois plus ça comme parfois des opportunités, quelle que soit la marque. S'il y a quelque chose qui ne... Il y a toujours quelque chose de bien dans une marque, et il faut savoir aussi se focaliser sur ce qui pourrait être développé. Mais quand une marque me contacte, généralement je suis toujours bloqué et je travaille la marque en me renseignant sur elle
ou en voyant ce qui pourrait aussi être sympa à faire. Mais je calcule pas trop par rapport à ça. Une marque, de toute façon, généralement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on me contacte, en tout cas, on sait pourquoi. Donc, en fait, les personnes ne sont pas surprises et elles ne veulent pas forcément un photographe type classique, mais ils veulent avoir. Dernièrement, je vous donne un exemple. Il y a une marque qui m'a sollicité et hier, elle m'a envoyé un mail pour bosser, pour faire un gros backstage. Et ils m'ont mis un mood board et en fait il y avait mes photos. Donc au final la personne avait connaissance de ce que je faisais, donc c'est la raison pour laquelle elle m'a contacté. Les choses qui se font à l'envers sont rarement le cas en disant voilà, on est une marque, on voudrait que tu fasses ça. C'est on t'a pris, on te contacte parce qu'on aime ce que tu fais. Exactement. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand même un luxe. Mais après, comme on dit parfois, il faut s'adapter, mais je suis assez entêté sur ça. Voilà. Merci. Je partage aussi la même réponse. C'est vrai que c'est important que les marques s'adaptent quand même à notre style artistique, notre vision. Raison pour laquelle il y a vous aussi, donc pas dénaturer votre travail. Pas dénaturer, mais en tout cas essayer de créer l'univers ensemble dans une forme de dialogue et de travailler sur des moodboards, sur une vision en tout cas commune, pour que ce soit plus sincère et qu'il y ait ce partage artistique qui se crée et qu'on en fasse quelque chose d'intéressant qui s'adapte aussi aux besoins de la marque parce que forcément certaines marques demandent la visibilité sur les vêtements, dans la beauté aussi, certaines choses, c'est bien de collaborer, mais ça reste quand même sous l'embarras. Parfois, certaines marques demandent aussi que je dirais pas travestissent, mais qu'on change parfois notre vision, qu'on s'adapte. Je vous ai plus neutre et vous adaptez, ça peut être compliqué à gérer. C'est ça. Quand j'ai commencé, je devais m'adapter. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je filtre un peu plus les marques pour lesquelles je travaille. Pour aussi essayer de trouver une marque qui partage ma vision et ma manière de m'exprimer artistiquement. Merci. Une autre question. Oui, bonjour, j'avais une question pour vous deux d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à trouver le bon équilibre entre votre travail personnel et le travail commandé par des marques, justement? Est-ce que c'est 80-20% de votre temps et est-ce que pour vous l'équilibre est-ce que vous arrivez à trouver le bon équilibre entre les deux? Ouais, ça peut être parfois compliqué, j'imagine. C'est assez compliqué parce que j'ai commencé avec un style artistique assez commercial. En fait, j'ai très vite travaillé pour des marques. Et donc, j'avais moins de temps pour développer mon style artistique. Et du coup, il y a un moment, d'ailleurs, grâce au confinement, ça a été aussi un moyen de me recentrer. J'avais un agent, je voyageais beaucoup, me représentais à Londres, à New York. J'avais beaucoup de rendez-vous, ça me prenait beaucoup de temps. Et en même temps, les marques avec lesquelles je collaborais ne comprenaient pas forcément mon identité sur le voyage, la démarche. Et grâce au confinement et au travail de tirage, à expérimenter en chambre noire, la lumière, les couleurs, les portraits et la superposition, je suis repartie un peu plus sur mon travail personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille un peu moins avec des marques, mais je développe quand même une vision qui est plus sincère et qui me ressemble un petit peu plus. Donc je dirais, je sais pas, en termes de en pourcentage, j'aurais du mal à quantifier, ouais, c'est pas toujours pareil, j'imagine. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des fois où on travaille énormément pour des marques et parfois on ne travaille plus du tout. Donc il faut garder aussi il y a des artistes qui travaillent pendant une saison, 2 saisons, parce que c'est un peu le style artistique du moment, avec des couleurs en grand angle. Il y a un peu des traits artistiques. Et ce qu'il faut aussi, c'est garder son identité pour ne pas partir dans les traits, mais être trop utilisé par des marques et rester dans le temps, en fait. C'est pas évident.
Pour moi, la démarche elle va être différente. Le pourcentage est 100% artistique parce que j'ai une formation qui est particulière, c'est que je n'en ai pas. Donc, j'ai pas les codes. J'ai aucun code de mode ou autre. Enfin, maintenant je connais un petit peu plus, mais je n'ai pas de bagou. Donc, ce qui fait que c'est assez naturel la manière dont je travaille. Et je le vois à 100% comme par rapport aux marques. Je suis à 100% sur ce que je veux faire. C'est très particulier parce que je suis un artisan en fait. Je le vois comme ça et en fait quand on me démarche, en fait on sait à quoi s'attendre. Donc en fait c'est jamais une contrainte. En tout cas pour l'instant je le perçois comme ça. Comme j'ai expliqué, j'ai pas de formation, rien du tout. Donc en fait, quand on vient me voir, je suis pas structuré. Voilà, je suis déstructuré total. Donc en fait, c'est un avantage comme ça peut être un inconvénient. Il y a eu 2 agents qui ont essayé de m'approcher une fois pour pouvoir. Mais en fait, au début, je pensais que ça allait être intéressant, mais avec du recul, je me dis bon. Ça peut être un peu plus simple si tout passe par moi. Parce que même si parfois ça prend du flux en termes de temps, c'est très chronophage pour certaines choses, mais au moins j'ai une maîtrise totale de ce que je veux faire. Donc quand les marques me sollicitent, pour moi c'est que il n'y a pas de contrainte. Enfin, il ne doit y pas en avoir en tout cas. Et j'ai déjà refusé, donc ça ne me pose pas de problème. J'ai l'impression que pour toi, il y a plus une scission entre les projets pro-perso. Est-ce que les uns nourrissent les autres et inversement? Ouais, complètement. Après, je suis aussi directrice artistique. Je travaille pour des marques de luxe. Et c'est vrai que du coup, est-ce que les projets perso nourrissent les projets commandés et inversement? L'idée, c'est que oui, effectivement, ça se nourrit et tant qu'on travaille dans la publicité que sur des commandes commerciales photographiques ou films, hein, parce que aussi je travaille beaucoup en tant que réalisatrice pour des marques de beauté de luxe, je travaille pour Dior, Armani, elles nourrissent quand même mes voyages en fait, elles nourrissent autant que la publicité. Merci Marie. Questions. Merci beaucoup pour ces questions. Merci à tous les deux. Merci Claudia, merci Léa. Merci.